Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler des matrices orthogonales, mais pas pour elles-mêmes, disons. Je voulais parler des matrices orthogonales dans le sens comment elles interviennent, quelles sont leurs portes d'entrée en mathématiques, principalement en algèbre linéaire. Voilà. Alors, on est sur un espace Rn euclidien, où des fois, on pourra le voir comme un espace E euclidien de dimension n, si on se fixe une base, ça revient au même. Et on regarde l'ensemble des matrices qu'on va appeler O indice n. Donc c'est des matrices NN qu'on appelle O, telles que la norme euclidienne donc de OX, X c'est un vecteur colonne, est égale à la norme euclidienne toujours de X, pour tout X dans Rn. Donc on peut le voir comme matrice, mais on peut aussi le voir comme endomorphisme si on a une base fixée. Et en fait, ce qui est intéressant déjà dans une première situation, c'est que c'est tellement restrictif cette condition qu'elle suffit juste à une application à la rendre linéaire. En gros, on arrive à montrer à partir du moment où on a ça pour tout x, même si c'est pas linéaire, si on regarde ça comme u de x, on arrive à montrer que u de x, u de y égale xy pour le produit scalaire. Bon. Et ensuite, on arrive à montrer que u de x plus y moins u de x moins u de y est de norme au carré nulle, en développant la norme au carré en utilisant ça. Donc c'est assez facile de voir ça, assez classique, et ça prouve à quel point c'est tout de même restrictif. Alors, voilà déjà une caractérisation, c'est que O transposé O égale IN, ça suffit, c'est nécessaire et suffisant à montrer que O est dans ON, parce que, en fait, on arrive à ce que je disais, à partir de là, grâce à la forme polaire, à montrer que OX, OY est égal à XY, et ça revient à dire que X transposé OY égale X transposé Y, et en prenant des vecteurs X et Y bien choisis, on arrive à montrer que O transposé O égale identité. Alors déjà, on voit tout de suite une propriété intéressante des matrices orthogonales, c'est que pour les inverser, il suffit de les transposer. Ça c'est difficile, mais ça c'est très facile. Donc ça c'est à penser quand on est dans les systèmes. Malheureusement, toutes les matrices ne sont pas orthogonales, évidemment. Bon. Donc la première chose qu'on puisse dire, c'est que cette norme-là, cette norme 2, possède une norme qui lui est subordonnée sur l'algèbre des matrices. Et c'est la norme où on met 3 verticales, ici indice 2, qui est sup de norme 2 de AX, quand la norme 2 de X est égale à 1. D'accord ? Voilà. Donc c'est un sup, en fait, comme la sphère est compacte, c'est un max. Et vous voyez déjà une propriété des matrices orthogonales, c'est que quand on met un O ici, d'accord, on va mettre un O là, et ça ne va rien changer. Donc, la norme subordonnée à la norme quadratique sur OA, ça fait A. Et la norme subordonnée à O, ça fait A aussi. Pourquoi? Parce que quand vous avez OX ici, vous pouvez le poser Y, vous avez un changement de variable, comme O est inversible, vous avez aussi Y est égal à 1, d'après cette propriété-là. Donc, en gros, vous avez, quand vous multipliez à gauche et à droite par une matrice orthogonale, vous ne changez pas cette norme. En particulier, d'ailleurs, ON est borné, puisqu'il suffit que je prenne l'identité pour A, et j'ai la norme de O, quel que soit O, qui est égale à la norme de l'identité. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est borné. Alors maintenant, comment ça intervient? Grâce aux décompositions. Il faut bien comprendre une décomposition comme un mariage entre deux objets que tout oppose. D'accord? On pourrait presque dire qui s'opposent se décomposent. Regardez, toute matrice de Mn de R va se décomposer de façon unique si elle est dans GLN, mais pas unique évidemment en général, mais va se décomposer en O fois S. Alors O c'est une matrice orthogonale et S c'est une matrice symétrique positive. En quoi ça s'oppose, ces matrices-là et celles-là? Eh bien, regardez le spectre. Le spectre de O,
Alors O, vous le voyez comme une matrice réelle, mais pour aller chercher le spectre, vous allez chercher dans C, donc vous le voyez comme une matrice complexe. Et en regardant ça comme une matrice complexe, bien sûr, il faut prolonger Rn euclidien en Cn hermitien, hein, c'est facile, hein, quand on a la norme canonique, hein, par exemple de Rn, somme des xi carrés, la norme carré, vous en faites une norme hermitienne avec somme de module de xi carré, hein, ça c'est facile, et là on voit facilement que le spectre de O, ce sont des éléments complexes de module 1. Donc des éléments de la forme exponentielle de iθ. En revanche, le spectre de S, comme c'est symétrique positif, c'est dans R+. Donc vous avez déjà des choses qui sont opposées, dans le sens que, regardez, dans C, hein, on a déjà une décomposition en module et argument. Et ben, le module, ça va être ça va être la composante R, petit r qui appartient à R+, et l'argument, ça va être l'élément de S1. Donc S1, c'est le cercle, unité. Donc vous voyez que c'est très très utile, hein, d'avoir, c'est comme des coordonnées, hein, on a une dimension radiale, et puis une dimension au niveau des arguments, ça c'est utile. On a aussi la fameuse décomposition QR, où c'est Q qui est dans ON, et R qui est triangulaire supérieur avec des réels strictement positifs sur la diagonale. En quoi cette décomposition décompose ce qui s'oppose? C'est que Q est loin d'être triangulaire, dans le sens que si une matrice est dans ON et elle est triangulaire, avec des éléments strictement positif sur la diagonale, alors c'est forcément l'identité. Ça, c'est un exercice très simple qu'on peut faire en utilisant le fait que les colonnes sont, des colonnes distinctes, sont orthogonales entre elles, d'accord, et de module 1. Donc là, c'est vraiment facile à voir, et donc ça, c'est vraiment complètement opposé à ça, hein. Il y a très peu d'intersection, juste l'identité. Voilà. Alors, ça va être utile, et ça va être un bon moment d'intervention des matrices orthogonales. On a dit que Q orthogonale s'inversait très facilement à cause de ça, mais R est triangulaire, ça s'inverse très facilement. Donc ça va s'inverser très facilement. Donc, ça veut dire que toute matrice, alors là c'est pour les matrices inversibles, hein, on va prendre les matrices inversibles, vont pouvoir s'inverser. On insistera surtout sur les applications de la décomposition polaire, cette décomposition OS, parce que S peut s'écrire en plus P fois D fois P-1 avec P orthogonal. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème spectral. Et on peut se payer le luxe, étant donné que D est diagonale réelle, hein, d'écrire D comme une diagonale avec lambda 1, lambda n, et d'ordonner les lambda i, parce que, voilà, comme ils sont réels, R est un corps ordonné, et ça, on ne va pas s'en priver, et avec supérieur à 0 à la fin, hein, tout ça c'est positif, parce que ce sont des matrices symétriques positives. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le P, évidemment, n'est pas unique pour S donné, mais par contre, le D va être unique, hein, parce que c'est le spectre qui a été ordonné. Et le spectre, évidemment, il est unique. Vous remarquerez au passage, et ça c'est important, que P-1, puisque P est dans ON, est égal à P transposé. Ça veut dire que D est à la fois congruente et semblable à S, et justement, on peut jouer sur les deux tableaux. C'est là une spécificité de ON qui est absolument remarquable. On peut donc aller plus loin quand on part d'une matrice ici de GLN de R, ou même de Mn de R, sauf qu'on n'aurait pas l'unicité ici, donc on prend une matrice de Mn de R, et là, on va décomposer en OS, puis S en P, D, P-1, ce qui nous fait que A va se décomposer en une matrice de ON, O fois P, d'accord, une matrice diagonale, et une matrice, ici, encore de ON. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, qui est quand même important, que je voulais dire un peu plus tard, mais bon, là, c'est le moment de le dire, c'est que ON est un groupe, donc il est stable par inversion, et il est stable par multiplication, et on se sert de tout ça là-dedans. Pour montrer que c'est stable par inversion et par multiplication, bon, pour montrer que c'est stable par inversion et par multiplication, il suffit de revenir au point de départ, et vraiment, ça pose aucun problème.
Alors là, ici, ça ressemble à quelque chose qui est très utile en statistique et qui a un champ d'application énorme en analyse numérique. C'est ce qu'on appelle la décomposition en valeurs singulières. Si A est une matrice carrément rectangulaire, donc elle est rectangulaire à petit m ligne et n colonnes, on sur R ou sur C. Hein. Alors, on peut décomposer, on va rester sur R, on peut décomposer A en OM, donc une matrice de O indice M, D, matrice diagonale avec des... Alors, elle n'est pas diagonale parce qu'elle est Mn, donc on dit qu'elle est quasi-diagonale. Donc en haut à gauche, il y a une diagonale mais c'est pas une vraie diagonale du rectangle, il n'y a pas de diagonale du rectangle tracée dans la matrice. Mais bon, on a compris ce que ça veut dire que la matrice est comme ça et on va avoir une diagonale comme ça. Bien, et ON1, d'accord, ici à droite, un élément de ON. Voilà, alors ça, toujours pareil, avec D qui est unique, si on ordonne bien les valeurs réelles, et OM, ON, pas unique. Hein, voilà. Alors ça, c'est quelque chose, bon, on y reviendra, qui est assez important. Alors bien sûr, géométriquement, c'est important d'avoir des matrices de ON, parce que ce sont des matrices de passage entre deux bases orthonormées. Voilà, donc ça, je pense que ça, c'est une des utilisations fondamentales des matrices orthogonales. Mais on peut aussi avoir des caractérisations topologiques qui sont intéressantes. Alors en topologie, regardons l'aspect topologique. C'est que quand on va regarder ON comme ensemble, plonger dans Mn de R, qui est un espace pour la topologie de la norme, voilà, de R, de n'importe quelle norme, elles sont toutes équivalentes, eh bien ON est compact. Alors on a vu qu'il était borné, bon ça n'est pas de problème, mais il est compact parce qu'il est fermé. Il est fermé parce qu'on a une application continue qui a M associe M transposé M, qui va de Mn de R dans Mn de R, et ON, c'est juste phi-1 de l'identité d'après cette caractérisation-là. Alors attention, beaucoup de gens font l'erreur de dire ah ben ON c'est l'image réciproque de 1 pour le déterminant, ou de 1 moins 1 pour le déterminant. Ça c'est absolument faux. Hein. Si O est dans ON, alors le déterminant vaut 1 moins 1 à cause de ça, mais sinon la réciproque est fausse. Bon. Alors donc, borné et fermé entraîne que c'est compact. On a même quelque chose de très fort qui dépasse quand même l'agrégé interne et qui dépasse même l'agrégé externe. C'est que on a une réciproque, on a une caractérisation. C'est-à-dire tout sous-groupe maximal compact de GLN de R est conjugué à ON. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Par contre, quelque chose qu'on peut montrer à un niveau vraiment basique, juste avec la décomposition polaire, c'est que ON est un sous-groupe maximal compact. Hein, parce que, bon, voilà, hein, si on prend un sous-groupe de GLN de R qui contient ON et qui est compact, alors il est égal à ON. Ça, c'est assez facile avec ça. Bien. Alors, on a vu donc que ON est compact, hein, et c'est même une caractérisation, même si la preuve est un petit peu hors d'atteinte, hors de portée. Eh bien, on a la connexité. ON n'est pas connexe, parce que le déterminant d'un élément de ON peut être 1 ou moins 1, d'accord, soit 1, soit moins 1, et c'est surjectif sur 1 moins 1. Donc, comme 1 moins 1 n'est pas connexe, voilà, c'est pas possible, ça, c'est pas connexe. En revanche, vous avez SON, qui est connexe. SON, c'est les éléments de ON qui sont de déterminant 1. Alors pourquoi c'est connexe? Bon, ça c'est une vieille histoire qui dit que si O est une matrice de SON, alors O est semblable à une matrice comme ceci. Alors ça c'est quoi comme ceci? Donc c'est semblable, et même orthogonalement semblable. Ici, vous avez ici des matrices de rotation. Donc Rθ c'est cos θ, sin θ moins sin θ cos θ. Vous avez des matrices de rotation, et ici vous avez que des 1. Alors ça, généralement, ça se démontre déjà en utilisant le fait que les valeurs propres de ON
dans C sont justement dans S1, hein, sont de la forme exponentielle de Iθ, et comme c'est des matrices réelles, elles vont se regrouper en exponentielle de Iθ et exponentielle de moins Iθ, ce qui va pouvoir nous permettre d'avoir des rotations ici. Ça prouve que c'est connexe, parce qu'ici, ben, vous avez toujours la vieille astuce qui consiste à mettre un t ici, Rtθ, ici vous mettez t, et pour t égale 1, vous avez Rθ, pour t égale 0, vous avez l'identité, et pour tout t, vous avez des matrices ici, vous avez des matrices de SON. Donc ici, vous avez des matrices de SON, et ça vous fait, en rajoutant un t ici, bon, c'est pas la peine de mettre des choses ici, alors ici, et t ici plutôt, eh bien, vous allez avoir un chemin hein, entre votre matrice, pour t égale 1, O, et l'identité. Parce que pour t égale 0, vous allez avoir P fois ici, pour t égale 0, vous allez avoir 1, 0, 0, 1, et là, vous allez avoir la matrice identité, et P+1, ça fait l'identité. Donc, vous avez un chemin qui reste dans SON, et SON est connexe. Ça, c'est super important. Voilà pour l'aspect topologique. Maintenant, on va insister sur l'aspect groupe. Alors, on a vu un certain nombre de choses, là. On a vu qu'une matrice orthogonale arrivait à, grâce aux décompositions, hein, à propager un peu ses propriétés au-delà de son domaine, c'est-à-dire dans tout Mn de R. Ça, c'est intéressant, d'autant plus que elles sont assez simples à analyser, ces matrices-là, hein, donc au niveau spectre. Qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant au niveau spectre? C'est que les valeurs propres sont des éléments de module, des complexes. Quand on regarde dans les complexes, c'est de module 1. En plus, O transposé est égal à O-1, donc ça veut dire que O transposé commute avec O, puisque c'est O-1, c'est l'inverse. Et donc ça commute avec O. Et donc elle rentre dans le cadre des matrices normales qui sont sur C, diagonalisables en base unitaire, hein, ou orthonormée pour C. Voilà, on a vu aussi qu'elle représentait, hein, en tant que groupe, ça représentait la compacité hein, dans le monde de la topologie des sous-groupes de GLN de R. Donc ça, c'est encore quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va regarder plus précisément ON en tant que groupe. Alors déjà, ON en tant que groupe, on peut se demander générateur. Bon, alors il y a un système de générateurs, ce sont les réflexions orthogonales, hein, et ça se montre de façon classique avec ce qu'on appelle des ajouts d'invariants. On prend un élément, une matrice orthogonale, et si c'est l'identité, c'est bon. Si c'est pas l'identité, on va pouvoir la composer avec une réflexion qui va avoir plus d'invariants. Et on arrive à montrer comme ça qu'on peut composer par des réflexions de sorte à obtenir une matrice orthogonale, de sorte à obtenir à la fin un nombre total d'invariants, donc un nombre max d'invariants, c'est-à-dire l'identité. Voilà. Alors ça permet de voir que ON est engendré par les réflexions orthogonales et SON engendré par les retournements. Ça, c'est des choses assez classiques. Donc voilà pour les groupes. Maintenant, il y a une caractérisation de ON qui est intéressante, c'est que ON, c'est l'ensemble des P tels que P transposé égale IN. C'est ce qu'on avait vu à partir de là. On avait mis la transposée ici, mais ça revient au même. Donc ici, ça veut dire que ON est le stabilisateur de IN pour une action qu'on reconnaît bien, qu'on appelle l'action par congruence. Alors ça, c'est important parce que l'orbite, pour l'action de congruence, l'orbite de IN, l'ensemble des matrices qui sont de la forme P transposée, ou qui sont congruentes à IN sur R, hein, c'est ce qu'on appelle Sn++. Ce sont les produits scalaires, hein, ce qui définit des produits scalaires. D'accord ? Et ce qui fait que, donc bien sûr, c'est de signature N0, hein, forcément, ce qu'on appelle Sn++. Eh bien, ça veut dire finalement qu'on a une bijection entre Sn++ et GLN qui agit, d'accord ? C'est l'action de GLN par congruence hein,
sur les matrices symétriques. Et donc, le quotient est ici, c'est ON. Donc, vous voyez que, déjà très facilement, on a que GLN quotienté par le stabilisateur ON est en bijection avec Sn++. C'est presque la décomposition polaire, ici. GLN, en fait, si on passait ça de l'autre côté, ce qui est bon, une envie, mais attention, il y a des garde-fous, eh bien, GLN serait égal à ON, produit cartésien avec Sn++. Bah, en fait, c'est ça, c'est la décomposition polaire. Ok. Quelque chose d'intéressant de ON au niveau des actions, c'est que ON lui-même agit. C'est un stabilisateur pour une action de GLN, mais ON agit. Et il agit de façon très intéressante sur le sous-espace des matrices symétriques. Eh bien, il agit simultanément par congruence et par conjugaison. P.S, voici l'action, P dans ON, S dans Sn, c'est PS, P transposé, mais c'est aussi PS, P-1, puisque P est dans ON, et donc est égal à P-1. Et on joue sur les deux tableaux. On joue sur un tableau pour dire, ben, ça préserve ici, l'action préserve l'espace des matrices symétriques, et on joue sur ce tableau pour avoir comme invariant, parce que bon, les invariants, ça va être diagonalisable par le terme spectral, et les invariants, ça va être évidemment le spectre. Eh bien, donc les orbites, toutes les orbites, sont en bijection avec l'ensemble des lambda-i. Alors là, les lambda-i, cette fois-ci, sont réels, que l'on peut se permettre d'ordonner, puisqu'on est sur R. Hein, donc voilà déjà quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que deux matrices symétriques réelles vont être orthogonalement conjuguées ou orthogonalement congruentes, ce qui revient au même, si et seulement si elles ont même spectre. Ça, c'est finalement un résumé du théorème spectral dit sous forme d'action de groupe. Alors, du coup, dire action sur Sn et action sur les formes quadratiques, il n'y a qu'un pas. Et passer des formes quadratiques qui sont des polynômes homogènes de degré 2 à des coniques qui sont des polynômes de degré 2 à 2 variables, bon, là on est à 2 variables, bah, il y a un deuxième. Hein, donc ce qui nous permet ce qu'on appelle la classification des coniques, classification euclidienne des coniques. Alors on a aussi une autre action, c'est celle de OM croix ON, qui est nettement moins connue, hein, sur les matrices rectangulaires Mn, par UV.A égale UAV transposé, ou V-1, ce qui revient au même, parce que V est dans ON. Eh bien, bon, ça nous permet, bon, alors c'est ce qu'on appelle la réduction A est égale à UD, on a toujours, dans toutes les orbites, on a une matrice diagonale, réelle, positive, ordonnée. Hein, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la décomposition CAC, hein, que vous pouvez trouver. Ça permet, entre autres, de faire de la compression, puisque si on remplace D hein, par D tilde, où on prend par exemple hein, les deux premiers, c'est la compression en rang 2, hein, ça, on prend juste les deux premiers, les deux plus grandes valeurs propres, et le reste on annule, ça évite ce qu'on appelle le bruit, hein, en quelque sorte, eh bien on a une compression en gardant les valeurs les plus représentatives finalement de A. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Voilà donc des interventions en tant que groupe. Et puis, il y a des caractérisations en tant que R et volume. Donc au départ, O était caractérisé par le fait de respecter la longueur. Mais on peut aussi respecter l'aire de rectangle, ou alors les volumes, d'accord, ou plus. Bon, eh bien, il se trouve que réciproquement, par exemple, on est sur R3. Est-ce qu'un endomorphisme qui respecte les volumes est forcément orthogonal? S'il est orthogonal, il respecte toutes les distances, donc il va respecter les volumes, ça on s'en doute. Mais réciproquement, eh bien, en dimension 3, non. N'importe quelle matrice de SL3, puisque les volumes sont transformés par un endomorphisme par le volume fois le déterminant en valeur absolue, ça veut dire que si on est dans SL3, ou même si on a une matrice de déterminant -1, donc si on a une matrice de déterminant 1 ou -1, ce qui constitue un groupe en soi, eh bien, on préserve les volumes.
Or, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'avoir un déterminant 1 ou moins 1 n'implique pas qu'on est dans ON. Ça, c'est important. En revanche, en dimension 3, si on respecte les longueurs, ben, on est dans ON, ça c'est évident, et si on respecte les aires, aussi. Mais si on respecte les volumes, ben non. Et en général, si on appelle des M volumes, des volumes d'objets qui ont une dimension M à l'intérieur d'un espace de dimension N, et si on regarde un endomorphisme qui respecte la notion de M volume, alors, si M est strictement plus petit que N, compris entre 1 et N, pour un M fixé, pas pour tout N, pour un M fixé, mais à condition qu'il soit différent de N, alors on peut montrer que U appartient à ON. C'est aussi une caractérisation des endomorphismes orthogonaux. Voilà, ça fait quelque chose d'assez copieux, et dans un deuxième temps, on va regarder des applications concrètes sous forme d'exercices qui font intervenir les matrices orthogonales.